routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ses équipes, se retrouve en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité, de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous à la gare routière de l'information ce mardi 30 avril 2024. C'est le dernier jour de ce mois d'avril. Demain, c'est le 1er mai. Avec les confrères, nous reviendrons donc sur cette célébration, la fête du travail. Le débat beaucoup plus sur le travail décent au Togo et la question liée au chômage des jeunes dans notre pays. On va en parler dans les minutes qui suivent. Naturellement, nous parlerons des élections législatives et régionales qui sont donc déroulées hier sur l'ensemble du territoire national. Un vote relativement calme, disent des autorités. Des incidents à relever ici et là, tout de même. La CENI et la question de l'absence de tendance presque 24 heures après la fermeture des bureaux de vote, entre autres interrogations. Eh bien, on va en parler, puis on parlera. C'est un petit peu un retour en arrière. Hein. Ce sujet a été donc plombé un petit peu par les élections. C'est la question du régime parlementaire. Le vin est tiré, mais faut-il le boire? C'est la grande question aujourd'hui. Vous restez avec nous jusqu'à 12h30. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio. J'ai mis un Taxi FM le mai après la pause et de 2 semaines réservé beaucoup plus donc aux partis politiques en campagne pour les législatives et les régionales. Nous vous retrouvons pour le débat entre journalistes et vous aussi, puisque vous aurez la possibilité d'intervenir déjà à partir de maintenant, je vais dire, par SMS et par WhatsApp sur le 93 94 96 64 et aux alentours de 12h20, vous serez en direct avec nous sur le 92 60 81 81. En studio avec moi pour l'instant, c'est Sylvestre Béni du journal La Manchette. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Non, pas vraiment. D'accord, très bien. On cherchera à comprendre pourquoi est-ce que vous ne vous portez pas bien ce matin. Et puis, on sera rejoint tout à l'heure en studio par Joseph Gada et Jacques Diakouti. On va commencer par ce qui va se passer demain. Demain, c'est le 1er mai 2024, la fête du travail. Et il y a cette célèbre maxime qui parle du travail, les vices à peu près, vous vous rappelez? Oui. Et Lavoisier, voilà. C'est Lavoisier. Ça éloigne de nous 3 grands vices. Les 3 grands vices. Le travail aussi est dedans. Oui, le travail est dedans, puisqu'il est dit, le travail éloigne de nos 3 grands vices, la nuit, le vice et le besoin. Oui. Voilà, c'est ce que disait Lavoisier. En réalité, lorsque vous avez un travail, c'est pas uniquement pour vous, mais c'est pour toute la suite. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un arrive donc à décrocher un travail, les bouches qui doivent nourrir derrière sont nombreuses. Oui, bien sûr. Voyez-vous. C'est pourquoi beaucoup se battent pour avoir un travail, encore que cela soit décent. Un travail qui se paie donc à la juste valeur, c'est-à-dire que qui est au moins au-delà du SMIC, parce que les gens continuent donc à payer donc 20 000 francs et 25 000 francs au Togo, alors que le SMIC est monté depuis quelques temps. Ça, les gouvernants ne sont pas très regardants à ce niveau-là, parce que il ne suffit pas donc de clamer haut et fort donc le SMIC est monté et que derrière les gens continuent donc de payer 15 000 et 20 000 donc aux Togolais. Maintenant, le travail en soi, c'est pour l'avoir au Togo, c'est un parcours de combattant. Ça, il faut également le souligner, parce que bon nombre donc, de Togolais sont sur le carreau, surtout beaucoup de jeunes sont sur le carreau, et il suffit juste de voir la campagne électorale pour s'en rendre compte.
Voyez-vous, tous ces jeunes-là qui sont derrière ISUY à bord donc des câbles podium sur les motos et tout ça qui accompagnent les candidats, vous verrez que la plupart sont des désœuvrés, la plupart n'ont véritablement rien sous la main. Est-ce que c'est pas trop dur là? Non, Penser que ceux qui, n'est-ce pas, tout ceux-là, tout ce beau monde-là qu'on a vu durant 2 semaines, que c'est... Non, la plupart sont des désœuvrés. C'est quand même dur. Il y a une petite anecdote. Le vendredi dernier, je devais boucler donc le jeudi, un peu pour paraître donc le vendredi. Oui. Et donc, devant donc, mon bureau, il y en a ceux qui sont revenus donc, de la campagne. Oui. Et donc, qui étaient là, attendant donc, qu'on vienne donc, leur distribuer l'argent. L'argent, oui, la réussite de la soirée. Vous savez que le monsieur n'est pas venu? Comment ça? Il n'est pas venu, ces jeunes-là sont là et avec amertume, colère. Beaucoup étaient là à vociférer, à même évoquer donc, les mains de leurs ancêtres sur lui. Si jamais il vient pas, donc il paiera cela donc, à nos ancêtres. Ah bref, oui, c'est. J'étais donc aussi avec un confrère, on suivait la scène, c'est horrible. C'est horrible donc de faire trimballer les jeunes donc, du matin au soir. Et à la fin, on leur a promis de rester là. On viendra donc vous donner quelque chose. Et finalement, le monsieur n'est jamais venu. Ah, on m'a raconté une histoire pareille avec des émigrants à qui on a promis 2000 francs de carburant et puis 2000 francs à la fin de la journée. Et puis, c'est 1500 francs de carburant qu'on leur a donné finalement. Et puis, ils n'ont pas eu même le reste après. Ils ont commencé par maudire tout cela. Oui, il y a quand même... Mais en même temps, c'est-à-dire, la vraie question aujourd'hui, est-ce que le travail tel qu'il est aujourd'hui éloigne vraiment de nous, comme l'a dit, le besoin de vice. Voilà. Et la nuit. Voyez-vous. Bon, peut-être pour la nuit, oui, ils sont un peu ennuyeux. Bon, là, on a quand même su donc les prendre donc dans des cas podium sur les motos et tout ça. Donc, au moins, ils ont occupé la journée. Mais à la fin, il faut avoir les 2000 francs pour gérer les besoins. Malheureusement, beaucoup sont restés sur le carreau. Alors, quand on parle du travail, il y a 2 aspects. Il y a le travail et il y a le travail décent. Ouais. Dans notre pays aujourd'hui, est-ce qu'on peut évoquer le second aspect, la décence du travail que nous faisons? Et je voudrais, franchement, humblement, qu'on commence par la presse. Écoutez. Commence par la presse. Oui. La presse. Je crois que tu touches un aspect important. La presse. Oui. En fait, la presse, c'est de l'apparat. Donc, je crois qu'il faudrait quand même qu'on ait le courage de dire les choses telles quelles. La presse, c'est de l'apparat. C'est-à-dire que vous venez dans un domaine où, si vous êtes passionné, vous pouvez donc y rester. Et donc, bon, vous faites donc peut-être des travaux secondaires, ne serait-ce que pour amasser quelque chose. Surtout pour les DPI que nous sommes. C'est vrai, le titre est enfant. Parfois, on dit, oui, moi, je suis directeur de publication, je suis DPI et tout ça. Mais en réalité, derrière tout ça, c'est zéro. Derrière tout ça, c'est zéro. Parce que vous êtes obligé donc de faire des activités secondaires. Vous trouvez un peu pour venir donc injecter dans la presse. Mais à la fin, donc, le résultat, ou du moins, le gain n'y est pas. C'est pourquoi vous verrez que dans ce métier, certains sont parfois obligés donc de passer par des raccourcis, ne serait-ce que pour mieux porter le titre de DP. Vous comprenez ce que je dis? Utilisons un peu donc de code ce matin pour ne pas mieux dire les choses, quoi. Certains sont obligés parfois de dire des choses qui eux-mêmes ne portent pas dans leur fort intérieur, mais ils sont obligés de le dire, ne serait-ce que pour avoir parce qu'à la maison des enfants doivent manger, voyez-vous. Et donc vous, c'est dur. C'est dur de la presse aujourd'hui. Vous verrez que pratiquement on n'a plus de quotidien au Togo, pratiquement. On n'a plus de quotidien au Togo, bon, à part le quotidien national Togo Presse. Donc au niveau donc des journaux privés, il y en a presque plus. C'est Liberté qui fait la fierté, qui se battait à l'époque de ce pour conserver cela, mais malheureusement aussi à l'impossible, une est tenue. Donc ils sont obligés également de lasser de l'Est et puis ils sont devenus maintenant très hebdo, je crois. Voyez-vous. Donc la presse, c'est de l'apparat, on se bat, on veut véritablement donc donner une information. En réalité, ça devient donc une passion. Et moi, je vais même plus loin en disant que ça devient un sacerdoce, la presse. Ça devient un sacerdoce, c'est-à-dire que vous êtes obligé de le faire, ne serait-ce que pour élucider un certain nombre de choses, pour
illuminer certaines personnes, éclairer, renseigner nos concitoyens sur des choses qui paraissent obscures à eux. Donc en fait c'est ça. Ça devient un sacerdoce, ça devient une passion, le fait. Donc à un moment donné, si on trouve mieux, bon, on détale. Ouais, c'est cela. Oui, c'est ça. Si on trouve mieux aujourd'hui, si je trouve mieux, bon, c'est fini quoi. Je m'accroche parce qu'il y a aussi derrière, il y a une famille à nourrir. Voyez-vous, je ne vais pas quand même passer des années dans la presse parce que en se disant, et cela va quoi, demain il fera beau. Or, la manière dont les choses se passent aujourd'hui, lorsque nous voyons l'horizon est presque obscurci, l'horizon n'est pas totalement, il y a rien qui se profile à l'horizon. Alors vous dites, bon, demain il fera beau, mais avec la situation, même la beauté de demain n'est pas aussi garantie. C'est pas rassurant. Donc déjà on se pose mille questions. Bonjour Joseph Gada, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Eric, bonjour également aux fidèles auditeurs, bonjour à mon très cher frère Sylvestre Béni. Ça fait très longtemps. Et en tout cas, merci, parce que Dieu nous donne la vie. Ouais. Et l'espoir est toujours permis lorsqu'on vit. Et je pense que la paix aussi doit vivre tant qu'il y a l'espoir. Ouais. Et donc, nous croyons que nous allons vivre aussi. Et nous ne serons pas les derniers de la société. Oui. Nous allons vivre. Et l'essentiel, c'est que de temps en temps, que nos cris soient entendus au niveau des hautes autorités et au niveau surtout des organisations de la presse qui doivent vraiment faire un travail louable pour défendre les intérêts de la presse. Bientôt le 3 mai, la journée... Oui. Et international de la presse. Oui, bien sûr. Et nous allons encore sortir à gauche, à droite les thématiques par-ci, par-là, les séminaires, les sensibilisations. Mais dans tout ça, il faudrait que quelque chose change. Bien sûr. Parce qu'on ne va pas quand même chaque année s'agglutiner quelque part entre nous, inviter certaines personnalités de la société de deux pays, et puis bon, ça s'arrête là-bas. Il faut encore 1 an pour trouver encore des thématiques. Non, je pense qu'il faut qu'on se dise la vérité, pour qu'on fasse au moins 1 pas, 2 pas, 3 pas, et ça consacre que l'enfant grandit. Donc nous aussi nous devons grandir, nous ne devons pas continuer à faire du sucre. Alors je voulais savoir ce que vous pensez de cette maxime de Voltaire, non, de Voltaire, voilà. Qui disait que le travail éloigne de nous 3 grands mots: le vice, la nuit, le besoin. Est-ce que dans le contexte actuel de notre pays, est-ce que vous pensez que cette phrase a sa raison d'être? Vous parlez du cas de la presse ou bien du cas général? D'abord du cas général, on va revenir sur la presse. Non, je pense que même au niveau de la Bible, c'était écrit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Exact. Voilà. Donc, ce n'est pas... Sauf qu'il y a des gens qui travaillent. Oui. Non. Mais qui ne mangent pas non plus. Qui ne mangent pas à leur faim. Qui mangent, mais qui ne mangent pas à leur faim. Voilà. Il y a une différence. Oui, parce que normalement, selon la FAO, l'homme doit manger au moins 3 fois par jour. Oui. Donc lorsque vous travaillez, au moins vous mangez 1 fois, 2 fois, vous ne mangez pas au moins les 3 fois. Donc au moins pour vous tolérer que vous mangez au moins 1 fois. C'est ça. Donc, on sait que manger 3 fois par jour, c'est une maladie. Vous finirez pas tomber malade. C'est une maladie. Même 2 fois aussi, c'est une maladie. Ceux qui le disent même ne mangent pas 3 fois par jour. Je mange 1 seule fois par jour. Ah, voilà, c'est la meilleure option. Ça me suffit aussi. Alors je pense que de façon générale, il faut dire que le Togo n'est pas le seul pays qui traverse les difficultés. Hein. Et depuis le temps de Covid jusqu'à aujourd'hui, vous avez constaté que l'économie même mondiale est en souffrance. Quand vous demandez aux gens de mobiliser des fonds, il est difficile même de trouver les fonds aujourd'hui sur le plan national, que ce soit sur le plan international. Donc, ce qui agit, ou bien la particularité en Afrique, c'est que nous avons une population très forte, une population composée de la jeunesse. 70% de la population est jeune. Donc, comment trouver de l'emploi à ces jeunes? Au Togo, nous sommes à 8 d'abord, de l'emploi, puis de l'emploi décent. Non seulement comment trouver, mais comment créer de l'emploi, comment trouver de l'emploi et au finish, comment trouver aussi de l'emploi décent. Voilà les 3 critères. Les 3 critères. Alors, est-ce que c'est possible qu'on ne peut pas au moins créer de l'emploi? C'est possible. Parce que au moins
nous avons la chance en Afrique que nous avons tout. Nous avons quand même, que ce soit les ressources naturelles, que ce soit les ressources minières, que ce soit tout, nous avons au moins le potentiel quand même de créer de l'emploi. Maintenant, l'autre chose est de savoir quelle est la vision pour nos dirigeants de créer de l'emploi. Ça aussi, c'est autre chose. Et pour pouvoir créer de l'emploi, il faudrait qu'au moins à la base, au niveau de l'éducation, au niveau des études supérieures, que nous ayons aussi des filières qui nous permettent aussi de créer de l'emploi. Sinon, l'emploi, il y aura le besoin, les gens vont fréquenter, mais on n'aura pas la possibilité de créer. Parce que ce dont on a besoin aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui au Togo et en Afrique, partout, quand entre un littéraire, un mathématicien, un statisticien, on voudrait que celui qui est plus en vogue, c'est le statisticien ou bien c'est le mathématicien. Pas par exemple celui qui fait la littérature encore aujourd'hui, ou bien celui qui fait par exemple la sociologie, ou bien la sociologie, je ne sais pas, ou l'anthropologie. Tout ça là. Oui. Donc je pense qu'aujourd'hui, comme je dis, c'est une question de vision. Il faut voir quelles sont aujourd'hui ces filières qui peuvent quand même permettre de créer de l'emploi. Maintenant, pour créer de l'emploi, ça veut dire qu'il faut bien aussi se structurer. Dans quel domaine il faut créer de l'emploi? Et aujourd'hui, tout le monde sait que le plus grand domaine où on trouverait de l'emploi, c'est l'agriculture. Il n'y a pas autre chose que ça, du moins en Afrique, parce que nous avons des terres, 80% de nos terres sont des terres arables. C'est-à-dire que ce sont des terres encore vides. On peut encore créer de l'emploi. Alors, comment est-ce qu'on peut créer encore de l'emploi? Quand nous prenons la chaîne alimentaire, la production, la transformation et la commercialisation, nous pouvons créer de l'emploi sur les trois chaînes. Et au-delà de tout ça, ne me dites pas pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas. Si on ne le fait pas, il est dit... Parce que je me rappelle, la dernière fois, vous avez fait un travail sur, je crois, les tubercules. Oui, sur les tubercules. Oui. Et la fois dernière, nous avons fait un travail sur la production animale. Oui. Donc, chaque fois, au moins, nous donnons quand même des thématiques sur lesquelles, au moins, la jeunesse peut quand même se griffonner et trouver, autrement, créer de l'emploi. Si, au moins, au niveau des autorités, ça ne marche pas quand même trop vite, au moins, la jeunesse peut quand même... petitement pour créer de l'emploi. Donc voilà voilà les thématiques. Donc, je voudrais qu'on en parle. Donc il y a possibilité de créer de l'emploi. Parce que si aujourd'hui vous avez les 70%, vous avez au moins 80% de la population en Afrique qui souffre du chômage. Vous savez, ce langage que vous tenez là, il est difficile à passer parmi les jeunes. Oui, non, je vous le dis parce on que va à l'école, si nous on définit, il y a un travail qui attend quand même. Si on définit aujourd'hui le chômage, parce que le chômage tel que nous des fois nous l'entendons, c'est que au moins tu exerces quelque chose, tu exerces un métier et tu as un peu de revenus juste pour manger. Par rapport à ceux qui n'en ont pas automatiquement. Alors si nous prenons la définition du chômage de cette façon, donc ça veut dire que certains vont vous dire que dans certains pays on vous dirait que le taux de chômage est de 36% et de 26%, alors que peut-être que dans les pays européens on vous dirait que le taux de chômage est de 3%. Oui. Et de 6%, de 8%, parce que eux ils ne définissent pas comme ça. Ça veut dire que eux ils définissent un chômage, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne fait rien, que l'État aide. Ici l'État n'aide pas. Par exemple, on peut dire que par exemple, un Z-man par exemple a trouvé de l'emploi parce que au moins chaque fin du mois, au moins chaque jour, il peut revenir et gagner quelque chose. Donc, je reviens de façon globale pour dire il est très important aujourd'hui que nous ayons une vision. La vision, c'est comment créer des emplois. Ne pas forcément attendre les autorités pour avoir du travail. Ça c'est une partie. Parce qu'il ne faut pas. C'est pour ça que je ne voudrais pas aller rentrer aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat. Oui, bien sûr. Oui, parce que l'entrepreneuriat aussi, c'est autre chose. Parce que ça, ce n'est pas en termes de pas tout attendre de l'État. Mais aussi, là aussi, il faudrait que aussi les banques ou bien les institutions financières jouent. Je vois Sylvestre qui n'est pas d'accord avec vous. Oui, je donnerai la parole. Salut Jacques d'Acouté qui nous a rejoint. Bonjour Jacques. Bonjour Eric, bonjour aux confrères au studio. Merci d'être là. Aux auditeurs, auditrices de Taxi FM, ça fait un peu longtemps. Oui, enfin 2 semaines seulement. C'est beaucoup. La campagne électorale oblige, donc nous reprenons les émissions ce matin. Oui. Je voudrais saluer les uns et les autres, profiter de l'occasion pour vous souhaiter une prompte guérison tous ceux qui sont malades, qui nous contactent. Merci beaucoup. Alors, Sylvestre, quand Joseph parlait, vous semblez ne pas être totalement d'accord avec lui. Non, vous savez, en réalité, tout ce que Joseph vient de dire, moi je résume cela à une question de volonté, c'est-à-dire une volonté politique. Vous savez,
Aujourd'hui, c'est trop facile donc de dire à un jeune qui n'a pas de l'emploi parce que l'État ne peut plus assurer donc de l'emploi. Mais au même moment, on peut nous présenter un monsieur qui a DG donc de X, un PCA de Y, et directeur des ressources humaines. C'est lui seul, un cumulard. Mais ils sont nombreux aujourd'hui. C'est-à-dire que vous prenez une seule personne qui a au moins pour lui seul 4 à 5 emplois. C'est aussi une plaie de notre société. C'est une plaie de notre société, les cumulards. C'est une plaie de notre société. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas qu'il va avoir des gens qui cumulent 3, 4, 5 postes et qu'à côté on dit à un jeune que l'État il faut aller entreprendre, il faut aller cultiver un champ ici, mais en même temps on a besoin des gens pour cultiver les terres. Justement. Et lorsque le jeune arrive donc à faire un budget peut-être de 2 millions, et qui demande donc des soutiens, ne serait-ce que pour s'engager véritablement dans ce domaine-là, il présente donc son budget sur 2 millions, on lui donne 200 000, va commencer. Alors il ne fera rien avec. Il fera rien avec. Donc c'est pourquoi c'est trop facile aujourd'hui de dire aux jeunes, allez entreprendre, allez donc nos terres sont arabes. Oui, les terres sont arabes. Mais il faudrait trouver des moyens aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne fait plus l'agriculture avec des rouées d'abat. Aujourd'hui, tout est évolué. Des jeunes peuvent commencer. Si l'État peut dire, bon d'accord, et regrouper, vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso? C'est-à-dire, le ministre est allé donc discuter avec les étudiants. Ceux qu'ils veulent véritablement faire donc le métier de la terre, c'est-à-dire travailler la terre, venez. Aujourd'hui, ils sont là. Ils travaillent donc avec ceux qui s'y connaissent. Après, ils se regroupent. Ils font des regroupements. L'État donc leur offre donc les premiers éléments pour travailler juste à une période donnée. C'est tout ce qu'ils ont besoin, les tracteurs et tout ça. L'État offre ça gratuitement à ces jeunes-là. Et donc, ils vont travailler sur la période, la première année, deuxième année. S'ils commencent donc à faire un bénéfice, c'est en ce moment-là que l'État lâche progressivement. Oui, se désengage progressivement. Mais aujourd'hui, on dit non, que l'État ne peut plus rien faire. Donc, allez entreprendre, comme si c'est facile. J'ai écouté donc ces vendeurs d'illusions, donc de ceux que vous appelez souvent les coachs, disent non, qu'on peut entreprendre à 0 francs. Mais je veux bien qu'ils me prouvent cela. Que non, qu'aujourd'hui, on peut entreprendre à 0 francs. Mais vous allez faire quoi à 0 francs? C'est-à-dire, même là, si vous devez même prendre une terre qui ne vous appartient pas, il faut bailler. Oui, bien sûr. Mais pour bailler, il faut sortir de l'argent. Voyez-vous, même si cela appartient donc à la famille, à votre famille, il faut savoir qu'à la fin, au moins, vous avez quelque chose donc à retourner à la famille en guise donc de bénéfice ou de récession. Donc ça veut dire tout est aujourd'hui une question d'argent. Je veux bien qu'on puisse regrouper les jeunes là, des jeunes qui sont en agronomie et tout ça. Et souvent aussi ces jeunes là, beaucoup partent aujourd'hui. Je connais beaucoup de jeunes qui sont en agronomie aujourd'hui. Leur destination c'est la France. Beaucoup partent aujourd'hui. Ah non, attendez, ceux qu'on forme là. Ceux qu'on forme. Quand ils finissent. Je dis, j'en connais beaucoup partent aujourd'hui. Ils quittent le terrain. Nos jeunes donc de génie civil, allez en France. Vous verrez que la plupart sont dans le génie civil en France. Mais je pensais que c'est les médecins seuls. Non. Les médecins quittent en nombre. Les professeurs quittent en nombre. Oui, le cas on connaît. Oui. Voyez-vous, les agronomes qui doivent assurer notre santé aussi, ils partent. Tout le monde veut partir du Togo. C'est également un élément important que nous feignons ne pas voir. Tout le monde veut partir aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez donc au service des passeports déjà à 5h du matin, vous verrez des gens couchés à même le sol, attendant juste qu'on commence. Oui, bien sûr. Allez juste au niveau donc de l'ambassade des États-Unis. J'étais parti là le mercredi. J'allais faire un tour à la CENI. Mais c'était ahurissant. Des Togolais qui ont fait la queue de là jusque près de haut niveau donc du bord de là. C'est ahurissant. Beaucoup veulent quitter le pays. Parce que et demain, les gens n'arrivent pas à vivre. C'est-à-dire que les gens se disent que l'avenir, c'est-à-dire l'horizon est bouché. Il y a rien qui se profile à l'horizon. Donc, le mieux à faire, c'est de partir. Mais est-ce que c'est vrai aussi que l'avenir est bouché au Togo? Laissons de côté toute question politique, que vraiment il n'y a rien à faire. Et donc, la seule porte de sortie, c'est de quitter le terrain, de quitter le territoire, aller ailleurs. Jacques Diakouty. Bon, vous savez... On reste bien dans le cas du travail. Bien sûr. Dire que l'avenir est bouché au Togo, je ne suis pas d'accord. Vous prenez la plupart des grands magasins dans notre pays, ils sont occupés par qui? C'est les étrangers. C'est les étrangers qui occupent ces magasins. Aujourd'hui, vous voyez un Togolais, le Togolais ne serait pas capable
de créer par exemple un petit kiosque et commencer par vendre de macaroni, faire le thé comme le font souvent. Les kiosques, quand vous le dites, vous voulez prendre peut-être, je ne sais pas combien de mètres carrés, mais on vous dit c'est à 25 000 ou 30 000 le mois et vous devez verser déjà une caution de 2 ans. Pour un jeune qui veut entreprendre, vous êtes sûr que c'est supportable pour lui? Non, regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Vous prenez par exemple les vendeurs de café et de thé. Oui, les jeunes là qui se promènent. Oui, c'est des pousse-pousse. Oui. Mais est-ce qu'on peut me dire que ceux-là, vous allez aussi aller les taxer? Mais les gens le font. C'est-à-dire qu'il faut toujours commencer quelque part. Si ce que nous sommes en train d'avoir dans notre pays aujourd'hui, c'est que nous avons laissé les Français nous coloniser. Lorsque nous sommes dans les bureaux, il faut toujours être en cravate. C'est-à-dire que c'est dans ça que nous sommes. Vous voyez aujourd'hui quelqu'un, lorsqu'il n'est pas cravaté, c'est qu'il n'est pas un grand quelqu'un. Alors qu'il y a des opportunités dans ce pays. Il y a des choses. C'est vrai que quelque part, il y a souvent des moyens pour avoir accès à ces choses qui constituent souvent des difficultés. Mais comprendre que vous prenez la plupart des magasins au grand marché, Eric, ne sont occupés par des étrangers. Mais que faisons-nous en tant que Togolais? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Il faudrait qu'on puisse réfléchir. Vous n'êtes pas en train de dire que nous travaillons moins. Mais nous travaillons. Si le Togolais travaille, ça je le dis. Il est paresseux? Le Togolais n'est pas paresseux. Ce que je voulais dire, le Togolais n'est pas paresseux, ça il faut le reconnaître. Mais ce que j'ai dit, il y a beaucoup d'opportunités dans ce pays qu'on peut exploiter, qu'on n'exploite pas. J'ai donné le cas des magasins au grand marché de Lomé aujourd'hui. Prenez la plupart même quand vous allez au niveau de Tochi, un peu partout, les magasins, quand vous vous renseignez, souvent ce n'est pas les nationaux. C'est les étrangers qui occupent ce genre de magasins. Allez par exemple au TP3, au port autonome de Lomé, ou bien TP4, où vous voulez. La plupart, effectivement, de ces parcs sont détenus par qui? Par des étrangers. Mais que faisons-nous? Quelle promotion nous sommes en train de faire, de donner par exemple à nos compatriotes togolais? Je l'ai toujours dit dans ce studio, Eric, et je vais toujours le répéter. Dès que vous n'allez pas créer des riches intermédiaires dans un pays, mais attendez-vous à ce qu'il y ait toujours des problèmes. Je ne vois pas dans une économie, quand vous prenez même la France, quels sont ceux qui alimentent l'économie du bas? Mais c'est les riches intermédiaires. Aujourd'hui au Togo, si on ne veut pas créer ça, n'attendez-vous pas à grand-chose. D'autres pays, comment ils le font? Je me suis approché d'un monsieur, il m'a dit que c'est quelqu'un qui lui a aidé. C'est-à-dire que quelqu'un l'a appelé, il a remis l'argent pour pouvoir faire un business. Aujourd'hui, ça marche. Prenez le cas du Sénégalais, l'actuel président. Oui, Diomaye Faye. Diomaye Faye. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a prêté l'argent, il a commencé par faire la coutume. Aujourd'hui, il est quoi? Il est président. C'est son destin. C'est-à-dire que si on ne veut pas s'entraider... C'est son destin. Oui. Tu peux me parler de destin. Non, je voulais vous... Allez-y, d'abord, Joseph. En ce qui concerne les étrangers, vous savez comment ça se passe au grand marché? Les étrangers, c'est-à-dire les Maliens, les Burkinabés qui sont là, qui ont des magasins, ils font venir leurs frères. Et le frère en question, il vient, on lui donne quelques chaussures, tissus, il va dans d'autres magasins, l'autre aussi lui donne. Il va, et à la sauvette, il va vendre. Le bénéfice, s'il arrive à ramener peut-être 1000 francs, on lui donne peut-être 500, et il donne donc 500 à son frère. Le lendemain, il fait la même chose. C'est-à-dire, lui, il n'a rien, il est revenu fraîchement donc, du Mali ou du Burkina. Donc, il trouve ses voisins, et c'est comme ça, tout le monde donc, lui donne un peu donc, de ses marchandises et qu'il va vendre. Et au même moment qu'il fait donc du chiffre d'affaires assez grand, lui aussi, il a quelques bénéfices. Et 2 ou 3 ans après, à côté, on l'aide donc à avoir aussi un magasin à côté. Et il commence, c'est comme ça se fait. C'est pourquoi aujourd'hui, les étrangers sont nombreux aujourd'hui au grand marché. Mais le Togolais, est-ce que le Togolais a les moyens? Il y a également... Il y en a qui se débrouillent quand même. Il faut aller à Djibouti, à Sigamé, pour voir des jeunes Togolais qui se débrouillent, Eric, je pense qui se battent. C'est vrai que c'est là où je voudrais en venir. Maintenant, est-ce que ce travail-là nourrit son ordre? Oui, c'est là où je voudrais en venir. Vous savez, il y a ce manque de solidarité financière au Togo, entre nous. La solidarité financière est très importante dans un pays. Et je pense que nos frères musulmans ont réussi ça. Aujourd'hui, vous savez qu'on a dit, comme vous voyez la diaspora nigérienne au Togo, aujourd'hui, bien sûr. Parce que c'est ce qui les aide plus. Non seulement vous allez même à l'étranger, je pense que
Ils sont toujours solidaires entre eux. Par contre, nous héritons, c'est pas cette valeur qui, bon, c'est égoïsme, tout ça là, mais qui fait que c'est l'individualisme. C'est-à-dire que quand je sais pas, je suis dans la famille, que je sors du lot, je n'ai pas cette attitude de pouvoir aider aussi les autres à se développer. Ah oui. Et c'est tout parce ça que ils vont peut-être me dépasser. Soit je souhaite qu'on m'appelle toujours grand frère. Quand je viens au village, ce sont les jeunes qui viennent, qui lavent mes voitures, qui balayent ma chambre. Et avant de partir, je leur donne un 500, 2000, et puis c'est fini. Mais je ne leur aide pas à réussir leur vie. Et c'est tout le problème. Vous avez dit, tout à l'heure, vous parlez des opportunités. Il y en a presque dans tous les pays africains. Mais parce qu'il y a des étrangers, des amis que vous rencontrez qui vous disent mais chez vous, il y a de l'argent. Tellement. Au Togo, il y a de l'argent. Mais on se pose la question, mais ce n'est pas seulement au Togo. Où est-il? Non, mais quand vous allez au Niger aussi, il y a de l'argent. Quand vous allez au Burkina, il y a de l'argent plein. Mais c'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes mis dans la tête qu'il y a certains travaux que nous n'allons pas faire en tant qu'autochtones, en tant que citoyens. Donc, ces travaux, les gens viennent le faire à notre place. Tout à l'heure, on parlait de vente de kiosques, de café, de cafétéria. Vous allez voir comment est-ce que les Guinéens, les Diallo ont développé leur cafétéria au Togo. Oui. Mais dites-moi combien de Togolais aujourd'hui ont pu développer leur cafétéria. Il y a un à Novici au niveau du filtre de Novici. Oui. Le filtre de Novici là-bas, on connaît. Adjagbe plein. Adjagbe aujourd'hui, c'est le lieu d'installation des Diallo et ça marche. Mais dis-moi combien de Togolais ont leur cafétéria. On ne va pas donner tout votre cafétéria. C'est ça. Donc, et puis, comme je l'ai dit, même si vous allez en France aujourd'hui, il y a certains travaux que les Français ne font pas. Et ce sont les étrangers qui exercent quand même dans ces travaux. Je ne sais pas si vous avez une fois vu un Togolais à l'étranger, c'est-à-dire les Togolais se battent. Maintenant, là, peut-être que nous sommes tués par le système aussi. Parce que quand vous prenez les anglophones, dès le bas âge, on leur apprend déjà ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que lui, il n'a pas besoin d'aller d'abord son bac avant de commencer à réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire, ou bien il faut continuer encore les études ou pas. Déjà, en 6e, il sait déjà comment se débrouiller pour trouver quelque chose. C'est pour ça que les Américains sont fiers d'eux-mêmes. Vous allez aux États-Unis, c'est-à-dire que les gens sont là, les gens travaillent, les gens créent de l'emploi en pagaille. Tout à l'heure, parce que le président vient de le dire, qu'il faut des champions nationaux pour pouvoir créer de l'emploi. On a fait ce débat là. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans les minerais, dans les mines, que ce soit, je ne sais pas, dans n'importe quel domaine. Nous n'allons pas remettre notre économie entre les mains des étrangers. Tant que nous le faisons. Il y a beaucoup de réactions quand même au téléphone, par SMS et WhatsApp sur le 93 94 96 64. Il y a un auditeur qui nous dit je veux commencer la lecture de son message en disant si nos enfants à nous là peuvent donc vendre du thé à Lomé ici dans un chariot, si nous allons accepter ça. Ce n'est pas possible. Si nous allons accepter ça. C'est pas possible. Voilà. Et il continue. Le Togolais n'a pas malheureusement de l'argent et c'est pas sa faute. Les étrangers qui font des affaires cèdent. Mais si au Togo, les gens amassent leur argent dans les puisards, ils veulent quoi? Et puis, il est facile à un étranger de faire n'importe quelle sorte de boulot pour gagner de l'argent. Les Togolais au Gabon sont reconnus dans plusieurs domaines d'activité et ils font des choses qu'ils ne pourront pas faire chez eux. À Libreville, le domaine de la restauration est tenu par les Togolais comme les Diallo à Lomé. Voilà. C'est ce qu'il dit donc à cet auditeur-là. Ça veut dire qu'il doit en savoir. À Niamey. Oui. À Niamey, moi j'en ai vu beaucoup de compatriotes. Je connais pour le. Qui sont dans la restauration. Ça n'en parlons même pas. Au Bénin même, n'en parlons même pas au niveau de la restauration. Bien sûr, aujourd'hui, les Bénins ont pris le pas. Oui, mais on se rappelle que dans les années 90, au moment où c'était les grands moments des réfugiés, mais c'est les Togolais qui prenaient, les Togolais nous-mêmes qui prenaient la restauration. Donc, même j'ai eu la confirmation qu'aux États-Unis, en France aussi, il y a des Togolaises qui émergent dans la restauration. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on travaille. Et notre commissaire rapidement, et notre auditeur qui nous dit tout est affaire de volonté. Dans ce pays, depuis 20 ans, tous les programmes au niveau de l'agriculture sont tombés à l'eau. Soit l'argent est détourné ou mal exécuté comme travail, dit cet auditeur-là. Il y a un autre qui nous dit il ne faut pas se leurrer. Les Togolais de nature ne sont pas
solidaire, même jusqu'à l'étranger. Mais quand vous prenez les autres nationalités africaines, surtout du Sahel, la solidarité est la règle. On n'aime pas voir son proche devenir riche. On préfère le tirer vers le bas. Dit donc cet auditeur, il y a beaucoup de réactions. Hein. Et il y a un autre qui nous dit, il y a un auditeur qui vous doit directement, il dit, vous parlez comme si vous ne connaissez pas le pays dans lequel vous vivez. Un autre qui dit, alors, oui, un auditeur qui dit au Togo, les vieux ne veulent pas laisser leur poste à la nouvelle génération. Toujours les mêmes noms depuis 1990 qui reviennent toujours pour les jeunes. C'est taxi moto avec leur diplôme ou aller ailleurs hors du pays, dit l'auditeur. Un autre qui nous dit aujourd'hui 90% de la jeunesse togolaise veulent immigrer au Canada. Oui. Et c'est dommage. Est-ce que vous avez le sentiment que ce sujet inquiète nos autorités? Sylvestre l'a dit, il suffit d'aller au niveau de l'ambassade des États-Unis. Il semble que ce temps-ci même les visas là-bas, là, on les donne comme des gâteaux. Hein, Non, c'est ceux qui sont au niveau de l'autovisa. D'accord. Le mercredi, c'était une foule. Hein. Non, mais c'est monstre. Est-ce que vous avez le sentiment que nos autorités regardent tous ces paramètres-là? Mais vous savez, le vrai problème, c'est quoi, Eric? Le vrai problème aujourd'hui, c'est que, compatriotes que nous sommes, nous vendons également nos biens. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Un papa peut vendre par exemple sa maison, vendre son terrain pour envoyer son enfant au Canada. Espérant que avoir le retour sur investissement. Alors que vous voyez aujourd'hui ce qui se passe au Canada, c'est un peu difficile, les visas. Là-bas également, ils ont corsé maintenant. Oui, ils ont tellement corsé. Moi, je connais une famille. Depuis là, ils font les va-et-vient, mais ils n'arrivent pas à avoir les visas. Et je voudrais même attirer l'attention, merci parce que tu as évoqué le sujet, l'attention des parents qui nous écoutent actuellement, de faire très attention. Il y a actuellement un réseau organisé, un réseau très puissant organisé qui est en train d'anarquer les parents sur effectivement les visas vers le Canada. Les gens n'ont qu'à faire très attention. Je vous dis personnellement, j'ai sauvé 5 familles comme ça. Oui, 5 familles, parce que j'étais prêt à envoyer de l'argent. Heureusement que j'ai une connaissance qui est au Canada, qui m'a appelé, qui m'a alerté, qui a dit de faire attention, il m'a donné les numéros. Et j'ai appelé les parents, finalement ils m'ont dit que c'est vrai, qu'ils étaient en contact avec le monsieur. Il dit faites attention, n'envoyez même pas aucun sou. Le monsieur vraiment c'est un anarcheur. Et puis vous pouvez imaginer Eric, il opère à partir de Lomé. Wow. Il n'est pas au Canada, il opère à partir d'ici. Heureusement que les renseignements ont tout fait pour effectivement pour le démasquer. Ouais, donc je demande aux parents de faire très attention. Si vous voulez envoyer vos enfants au Canada, passez toujours par la voie légale. Ne passez pas par les anarcheurs, parce que je vous dis, Eric, Dieu faisant les choses, il y avait un monsieur qui était prêt à lui faire un transfert de 12 millions pour que son enfant aille au Canada. Pour aller à l'école ou pour aller travailler? Non, c'était pour aller à l'école. Parce que ça devient cher dans l'éducation. C'est très cher là-bas, ça il faut reconnaître. Et puis, l'autre aspect au niveau du Canada, c'est qu'il n'y a plus de logement. Il n'y a plus de logement. Ça dépend des autres. Oui, c'est important. Oui, il n'y a plus de logement. Donc, les parents, faites très attention. Si vous voulez envoyer vos enfants, soyez sûrs que vous avez... Vous parlez du réseau canadien. Il nous a été aussi donné de constater qu'il y a un réseau puissant aussi à Lomé actuellement qui opère, qui fait passer des gens par l'Amérique du Sud pour pouvoir aller aux États-Unis. Merci. Plus difficile que ceux qui passent par la mer pour aller en Europe. Ah oui, plus difficile. Ou même pas Gaza. Parce que les gars, mais c'est même à tirer à balles réelles sur les gens. Il semble que beaucoup de Togolais passent par là aujourd'hui. Non, mais c'est un réseau fort. C'est un réseau fort. Brésil, Mexique et tout ça. Uruguay, tout ça, c'est là où les gens passent. Ah, mais attends, non. Mais tu sais, et que vous ne pouvez pas imaginer comment les gens se sacrifient. Les gens sont prêts à se sacrifier. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire que si le Togolais aujourd'hui est amené à prendre autant de risques, ce n'est pas seulement les Togolais. Non, c'est pas seulement les Togolais. Je veux parler de ce qui nous concerne, excusez-moi. Je veux comprendre ce qui nous concerne. Vous avez constaté, c'était en Italie, quand on a eu les migrants, tout ça là. Mais on a dénombré beaucoup d'Ivoiriens. Même le gouvernement ivoirien n'était pas d'accord. Mais on a dit non, attention, mais nous avons les Ivoiriens, ils sont là. Ça veut dire que, en fait, moi j'ai dit voyager
ce n'est pas c'est pas une mauvaise chose. Oui, mais parce que pourquoi des gens voyagent-ils? Mais Eric, n'oubliez pas. Chercher un mieux-être. Mais n'oubliez pas que certains pays ont réussi dans la diaspora, au niveau de la diaspora, en faisant voyager comment leurs compatriotes. Oui. Le Sénégal en a réussi. On parle de la diaspora aujourd'hui. Le Sénégal en a réussi. Ils sont partout. Le Mali en a réussi. La Côte d'Ivoire aussi est en train de réussir aujourd'hui. Aujourd'hui, le Togo est en train de réussir. Ah ouais? Oui. Peut-être le gros problème à notre niveau, peut-être que beaucoup de Togolais, ayant le quoi de dire, qui sont partis, peut-être que c'est politiquement. La plupart. Tu vois? Mais alors il ne peut plus revenir aussi du fait de la situation. Alors que dans d'autres pays, comme le Sénégal, le Mali, le Burkina et et le Nigeria aussi, mais ce sont des gens qui viennent. Je ne sais pas. C'est ça qui envoie de l'argent dans leur pays. C'est eux qui construisent, c'est eux qui font plus des affaires aussi. Et c'est eux-mêmes aussi qui font venir des investisseurs dans leur pays. Vous avez peut-être dans ce pays que ce n'est pas le gouvernement qui se déplace vers des pays, mais ce sont la diaspora qui favorise à ce qu'il y ait des investisseurs. Vous savez, il y a de cela, parce que c'est 4 ans ou 3 ans, les Togolais de l'extérieur ont envoyé au moins 23 millions de dollars par an au Togo. Plus que ce que les aides. Les aides qu'on nous donne. De développement. Oui. On a parlé en long sur les médias. Oui, donc c'est pour dire tout simplement que, en fait, peut-être qu'il faut décanter un peu la scène politique pour que les gens reviennent au pays et investissent. Voilà, très bien, messieurs. Merci beaucoup. On va aborder notre sujet. Il y a d'autres messages par rapport à ce sujet-là. On va les relire après. L'autre sujet que je voudrais évoquer, c'est le sujet d'actualité, les élections. Hier, les Togolais, un peu plus de 4 200 000 Togolais étaient appelés donc à choisir 113 députés et 179 conseillers régionaux. Et on a vu en début ou dans la matinée un faible, n'est-ce pas, affluence. On se posait la question ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez aussi remarqué ça, Sylvestre. Est-ce qu'on a vu, quand on a interrogé les leaders, il y en a qui sont déçus, il y en a qui commencent par se dire, mais ou bien il y a un problème réel. Il y a d'autres qui me disent que non, tout se passe dans le calme. Qu'est-ce que vous pensez, Sylvestre? Bon, je prends pas le calme. C'est vrai que tout s'est plus ou moins passé dans le calme. C'est vrai, si on prend sur l'ensemble du territoire national, tout s'est relativement, oui, voilà, je crois que c'est le terme approprié. Relativement calme. C'était relativement calme. Bon, en attendant donc de mieux vérifier ces vidéos qui font état de ce que certains délégués de quelques bureaux de vote ont été chassés, oui. Que ça a été souvent donc la rengaine lors de ces élections a été chassée, et puis bon, à visage découvert, ils ont raconté un peu leur mésaventure, la manière dont ils ont été chassés donc de leur bureau par d'autres, donc par certains donc d'un parti donné. Bon, sauf que je ne donne pas le nom, mais suivez mon regard. On comprendra. Alors voilà, maintenant en ce qui concerne donc l'affluence, oui, c'est vrai. Moi, j'étais quand même le premier à voter dans mon bureau de vote autour de 7h10. Mais dans la queue, bon, on était à peine une quinzaine. Mais vous avez beaucoup de chance, hein, parce que moi, je suis seul. Ah, voilà. 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 Alors qu'on était une quinzaine, et puis bon, voilà. Et dans notre bureau de vote, je crois, il y a 333 personnes qui doivent quand même voter dans ce bureau de vote. Mais bon, je suis revenu un peu autour donc de 10 heures pour voir, mais l'influence, c'était pas encore ça. Bon, le soir, il s'est passé, ça a évolué, puisque je ne suis pas retourné donc pour le dépouillement. Mais bon, sur l'ensemble, lorsqu'on voit un peu les images qui circulent, donc avec les écrits également de quelques confrères, donc on peut dire que les Togolais ne se sont pas un peu bousculés, ils se sont pas bousculés donc pour ces élections. Parce que là, je voulais justement qu'on s'attarde un moment là-dessus. Oui. Parce que ça a été le premier élément qui a attiré notre attention. Justement. Est-ce que c'est un désamour? Est-ce que c'est un message qu'on est en train d'envoyer aux politiciens? J'ai écouté sur nos antennes hier Jean-Pierre Fabre qui ne comprend pas. Il ne sait pas pourquoi est-ce que ça se passe ainsi, parce que lui aussi il a voté à Nkonakwe, il n'a vu presque personne. Au matin, enfin.
Est-ce que c'est un message? C'est plutôt à Côte d'Ivoire. Excusez-moi. Est-ce que c'est un message? Parce que jusqu'à l'heure où on est en train de parler, personne n'est en mesure de nous donner les chiffres, les premières... Les tendances. Les tendances, non, même pas. D'abord, les tendances. D'abord, le taux de participation. C'est ce qu'on va revenir parce que j'ai réservé pour la fin, parce que j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais bon, voilà. Malgré qu'hier, on nous a annoncé une émission pour donner les premières estimations, on s'est rendu que ça, beaucoup plus de verbiage qu'autre chose. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cette faible mobilisation déjà? Eric, vous savez... Ou ce qui ressemble, parce que là, il faut que les chiffres tombent pour pouvoir analyser véritablement. Je ne sais pas si je peux parler d'une chance ou d'une grâce. J'ai eu à parcourir un peu le Togo pendant cette campagne électorale. Oui, bien sûr. Tu es au courant. Bien sûr. Donc, j'ai vu un peu. J'ai vu la campagne, surtout les foules. Il y avait quand même beaucoup de choses à dire. J'ai interrogé certains qui m'ont dit non, que c'est la période des champs. Bon, le matin, quand ils se réveillent, ils vont au champ. Et d'autres vous disent que non, au fait, la période n'est pas bien choisie parce que... c'est le temps de pluie. De pluie, forcément. Voilà. Les travaux champêtres. D'autres vous disent également qu'ils sont vraiment fatigués. Ils sont fatigués de tout le temps aller voter parce que qu'ils votent, qu'ils ne votent pas, c'est le même résultat. Donc, il vaut mieux de ne pas aller se déranger et tout ça. Mais c'est grave. Oui, justement. Et d'autres il y a certains qui sont allés dire que, au fait, la Covid a créé beaucoup de problèmes dans le pays, surtout sur le plan économique. Si bien que les gens se cherchent. C'est-à-dire que les gens ont fait des prêts pour faire avancer des affaires, finalement, qui sont tombées dans l'eau et qui sont obligés. Si c'est un métier qu'ils faisaient par jour, ils sont obligés de faire 3 métiers pour pouvoir combler le gap de dette. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que les gens n'ont pas leur tête dans les affaires de politique. Vous voyez, donc voilà à peu près ce que les gens ont dit. Mais quand vous allez par exemple vers chez nous, vous comprenez la situation voilà, vous situez un peu la situation parce qu'avec les djihadistes et autres, certains n'ont pas effectivement la tête sur les épaules pour pouvoir suivre des campagnes et aller aux élections. Et pour le comble, quand je suis revenu vers Lomé, interroger certains, voilà ce qu'ils ont dit. Ils disent que finalement, ils ne se retrouvent plus. Les gens ne se retrouvent pas parce que et le parti présidentiel et les partis de l'opposition, finalement, ne savent plus qui est qui fait quoi. Et hier, vous pouvez imaginer, Eric, j'ai vu le Togolais, c'était bizarre. J'ai dit, mais les gens sont allés dans les bureaux de vote. Les gens ont pris comment on appelle les bulletins. Oui. Ils ont regardé, ils ont plié comme ça, ils ont déposé. Non. Mais je t'ai dit. Ils vous ont dit ça parce que vous n'étiez pas dans l'isoloir avec eux. C'est moi qui t'ai dit. Pourquoi ils ont fait ça? Voilà. Donc c'est pour. Mais ils étaient là, autant choisir, non? Mais c'est une manière de voter aussi. Il dit, mais pourquoi? Oui, mais. C'est une manière de voter. Vous voyez, Eric, l'autre aspect, ça là c'est rien même. L'autre aspect, les gens sont venus, ils étaient dans la cour, ils avaient leur carte électorale en poche. Oui. Mais ils ne voulaient pas rentrer pour voter. Oui, j'avais vu ça hier. Oui. Vous avez vu ça aussi? Oui, les gens ont fait ça. Il dit, mais. J'ai regardé. Mais attendez, parce que le carburant que tu as. Attendez, excusez-moi, attendez. Parce que hier soir, j'ai lu des hommes politiques saluer la maturité politique des Togolais. Les gens ils n'avaient pas tous les détails. Vous comprenez? Les gens se sont déplacés, effectivement. Vous comprenez? C'est ont pris le peu qui s'est déplacé. C'est ça. Les gens ont pris. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas pris. Ils ont pris, mais ils ont plié, ils ont mis dedans. Ils n'ont pas voté. C'est ça le problème. Quand il parle de maturité, hier j'ai suivi ça. Et j'ai dit, mais est-ce que le politicien là, est-ce qu'il a tous les contours de ce qu'il dit? Il n'a souvent pas les éléments, il avance seulement. Je me suis posé la question. C'est son fort en fait. Bon, moi j'ai suivi 3 politiciens qui ont dit ça. Je ne sais pas de qui vous parlez concrètement. Non, mais je pense que, Eric, 2 choses. Moi, deux constats. D'abord, je pense que la multiplication des bureaux de vote au niveau de la CENI aussi a beaucoup joué. Et ce qui fait que il y a ça, c'est ce que la CENI nous a dit hier soir. Non, c'est un constat aussi. Oui, mais un constat, c'est parce qu'avant, peut-être là où il y a 500 personnes par bureau, aujourd'hui il y a 340 ou plus. 340 ou plus. Donc on a affecté les gens dans d'autres établissements scolaires
C'est fait qu'il n'y a pas trop d'influence. Mais le constat réel, je pense que tout le monde sait que hier, au moins 4 Togolais sur 10 ne se sont pas donnés à cœur et joie pour aller voter. Et moi, j'ai fait le constat depuis au moment de la campagne. Au moment de la campagne, j'ai constaté qu'il n'y a pas trop de mobilisation et que les gens sont indifférents par rapport à tout ce qui se passe. Moi, c'est bizarre, hein? J'étais à Hébert. Hébert, je me rappelle que dans le temps qu'on parle de campagne et qu'il y a eu caravane qui passe, mais vous allez voir, les enfants, tout le monde dit, mais c'est quoi? D'abord, c'est quel parti? Donnez-nous les tricots, donnez-nous les casquettes, donnez-nous les foulards, tout ça là. Et que les gens sont mobilisés pour... Je vous dis, moi j'étais auprès d'une dame qui vend à Imolu. Il y a au moins une dizaine de personnes qui autour de la dame. Il y a une caravane d'un parti politique qui passe avec une longue queue. Mais je vous dis, sur les 10 personnes, personne n'a hoché sa tête. Pour voir qu'est-ce qui se passe. Avec ce qui préoccupe les gens, c'est Sana Madjo. C'est ça qui préoccupe les gens. Donc, j'étais très touché. Et après, j'ai demandé à quelqu'un, il y a... Bon, moi, c'est une caravane qui passe. Ah, faut donc, tu sais... Bien sûr, oui, bien sûr. Hier, moi, j'allais voter vers 14h. Okay. Parce qu'on m'avait dit, parce que je me souviens des informations que la matinée, les gens ne sont pas sortis. Surtout que bon, nous, les médias n'ont pas eu les moyens aussi pour aller. Il y a le fonds qui t'attend. Le fonds m'attend, mais c'est que moi j'ai besoin de l'argent pour aller travailler d'abord. Oui, donc ça c'est un problème. Sur lequel on va revenir. Ça c'est un problème aussi. Parce qu'on a cherché même les prêts, les gens ont refusé. Donc même Gadodo, mais aussi les gens ont refusé. Donc on va revenir là-dessus. Donc à 14h, quand j'étais allé, j'avais constaté que j'étais seul à voter. Et j'étais seul à voter avec les délégués. Dans la salle. Dans la salle. Un peu comme moi, parce que j'étais seul aussi. Il n'y avait personne. Quand je suis sorti, j'ai demandé à des délégués, mais comment ça se passe? Ils disent, bon, ça va. Et la matinée? Ils m'ont dit, bon, de 6h à 8h, il y a eu un peu de mouvement ici. Que de 9h jusqu'à midi, bon, ça apparaît qu'il n'y a pas que les gens viennent à compte-gouttes. Ils disent, ah bon, c'est sûr. Donc, j'ai dit, bon, au moins, parce qu'ils me connaissent comme journaliste, j'ai dit, bon, je vais regarder au moins sur l'affiche, là où on signe, là. On fait d'abord on signe, là. Et mon conseil, c'est que ceux qui se sont inscrits, comme sur 300 quelque chose comme ça, il y a beaucoup de vides. Il y a beaucoup de vides, que les gens n'ont pas imagé. L'autre conseil, c'est que j'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas venues voter aussi. Donc, tu vas accréditer la thèse de Jacques, par exemple. Voilà. Donc, j'ai dit, mais pourquoi les femmes n'ont pas voulu aller voter et que c'est seulement les hommes qui ont pu quand même accomplir leur devoir citoyen? Donc, j'ai réfléchi. Et quand je suis sorti, exactement, j'ai vu un Z-man qui était arrivé, qui est juste à la devanture, et qui a, imaginez, qui a amené quelqu'un qui a transporté un client. Lui-même, il a sa carte de lecteur. Et enfin, il se chamaillait lui seul, il parlait quoi, et il s'énervait. Il dit, mais moi, je l'ai abordé. Il est avec un jeune, et moi aussi je l'ai dit, qu'est-ce qui se passe que lui, il ne va pas voter? Il dit, oh, tu as ta carte, non? Il dit, non. Est-ce que c'est un problème? D'abord, mon frère, est-ce que c'est un problème? Si moi-même je ne veux pas voter, c'est un problème, tu vois. Il dit, non, mais pas pour plutôt travailler. Il dit, non, il ne veut pas le faire. D'ailleurs, il dit, mais explique-moi. Il me dit, d'abord, il ne sait même pas à qui il va voter. Parce qu'on lui a dit, sur la liste, là, il n'y a même pas la photo des gens. Il n'y a que les logos des gens. Il ne sait même pas à qui il a confiance, à qui ils vont accorder leur voix. Ce n'est plus l'élection présidentielle ou non, il n'y en a pas. Donc, il ne connaît personne. Pourquoi lui va se demander à aller voter? Son cœur ne souhaite pas qu'il aille voter. Il dit, oh! Donc, je l'ai compris. Moi, je suis parti. Donc, j'ai dit, il y a un problème. Et il va falloir que nos autorités puissent analyser cette histoire-là profondément. Parce que visiblement, ça peut être aussi un message. Hier, j'ai vu des gens, des femmes discuter pour dire, ah, si vous voulez que j'aille, donnez-moi les moyens de déplacement, je vais aller. Pour aller voter? Moi, une femme m'a dit ça hier. Monsieur, journaliste, si vous voulez que je vote là, et pour aller là-bas, aller voter, ça fait 1000 francs, là où je me suis inscrit. Donc, donnez-moi 1000 francs, je vais me doucher. Je vais aller. Elle dit, mais c'est de la blague. Je dis, mais moi, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas aller. Les 1000 francs, je préfère ça pour acheter une boîte de maïs. Donc, je pense que c'est profond. On peut tout dire,
que les élections se sont déroulées dans le calme. Il y a eu dans la sérénité et tout ça là. Mais je pense qu'il y a une analyse profonde à faire que nous devons faire. Très bien. Il est 12h sur la radio. On m'a dit qu'il y a une pause obligatoire aujourd'hui. On observe la pause, on revient juste après. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Tout de suite, la pub. Ma chérie, tu t'es laissé aller, hein? Kwaku, ta femme est là-bas, hein? Maintenant, faut lâcher mon ventre vite. Des lunettes trop chic. Votre test de vue gratuit et la qualité internationale à partir de 19 000 francs CFA. Les lapins, milakbo titi a dodo nyakbo. Ne miladidi mi aben kuvi. Les lapins et les fata. Qualité internationale. Les lapins. Home, amewe ashideke wa o drankuvi doron. O pletiti a dodo lapin. O lakbo nuere. La paire, voir clair, ça va vous plaire. Vous voulez de la visibilité sans vous ruiner? Écoutez ça. Sur Taxi FM, c'est seulement 3 000 francs CFA par jour pour diffuser votre annonce 10 fois pendant 15 secondes. Waouh! Donnez un coup de boost à votre visibilité sans casser votre budget. Mais attention, cette offre est soumise à condition. Contactez-nous vite au 90 08 92 51. Êtes-vous un professionnel et passionné par les défis des finances publiques? Souhaitez-vous vous faire former pour devenir un expert dans ce domaine en constante évolution? Eh bien, ne manquez pas l'opportunité unique de rejoindre la promotion 2024-2025 de l'Institut de formation fiscale et douanière de l'Office togolais des recettes IFFD-OTR. L'Institut propose au cycle supérieur les filières impôts, douane, cadastre et conservation foncière, trésor, management des services fiscaux et douaniers. Et au cycle moyen, nous avons la filière géomètre-topographe. Nos cours sont dispensés par des experts de renommée mondiale issus à la fois du monde académique et de la pratique professionnelle, garantissant ainsi une formation de haute qualité et pertinente. Les inscriptions pour la promotion 2024-2025 sont désormais ouvertes. Pour postuler, consultez notre site web le www.iffd.otr.tg pour obtenir toutes les informations nécessaires et déposer votre candidature dès aujourd'hui. Ou écrivez-nous sur le WhatsApp au 70 79 09 59. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de faire avancer votre carrière dans ce domaine passionnant. Rejoignez-nous rapidement à l'Institut de formation fiscale et douanière pour cette aventure passionnante. Bouge pas, ça va t'intéresser. Taxi FM te recommande auprès de ses centaines de millions d'auditeurs avec un message dynamique et accrocheur. Et devine quoi, ça coûte que 5 000 francs CFA. Waouh! Mais fais vite, cette offre est à saisir dès maintenant. Appelle le 90 08 92 51 avant qu'il ne soit trop tard. Taxi FM, la recommandation qui envoie du lourd à prix minime. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM, car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Merci de nous écouter sur la radio Génial Taxi FM Lomé. Nous sommes à la gare routière de l'information avec Jacques Diakouti, Joseph Gada et Sylvestre Béni qui nous cèdent de roue secours ce matin. Merci. Là où Ambroise est, il nous écoute. Il va régler la facture. Alors, on était en train de parler de l'affluence et consorts. Mais l'autre élément, c'est que au lendemain, 24 heures après ce scrutin, la CENI ne soit pas capable de nous dire le taux. Ne serait-ce que le taux. Oui. Combien de Togolais se sont déplacés pour aller? Parce qu'aujourd'hui, là, c'est abstrait. Oui. C'est pas de chiffres. C'est disponible en tout cas communiqué à la presse. Si on peut le dire ainsi, parce que
Je vois quand même souhaiter, bon, puisqu'ils avaient annoncé, il y a un communiqué de la CENI qui est sorti hier, ils avaient annoncé qu'au cours donc, de la nuit électorale, ils vont donner des tendances. Mais moi, bien avant même les tendances, je me dis peut-être qu'au moins on aurait donc le taux de participation. C'est vrai que bon, à la fin, ça peut changer à 0, quelque chose de %, mais on aura au moins un taux estimatif donc de participation et tout, mais jusqu'à il est midi 6, on n'a pas encore donc le taux. Et j'ai essayé un peu de funer. Il y a un délégué qui me disait qu'ils sont encore au niveau des CELI et tout, que bon, le fait même que la CENI ait annoncé donner les tendances, que lui d'ailleurs il est surpris puisqu'il ne sait pas sur quel élément ils vont se fonder pour annoncer ces tendances là, parce que eux, depuis hier ils sont encore là. En venant, j'ai fait au niveau donc de feu général CIMMN, je crois il y a une scellée là, ils ont bloqué la voie et tout. Donc ils sont encore en train donc de travailler. Voyez-vous, donc tout cela, je ne sais pas comment ça s'est fait, que au moins aussi avec le digital, l'internet et tout ça, au moins on devait au moins communiquer ces taux là. Bon, 24 heures après, bon, on en était là. Bon, on va voir d'ici le soir si on peut au moins avoir le taux, avec si c'est confirmé qu'il n'y a pas d'affluence, parce que c'est vrai que bon, tout ce que nous avions vu, ce qui est réel, visible, c'est qu'il n'y a pas donc d'affluence au niveau donc des bureaux. Pas que Lomé, parce que pas que Lomé. Contrairement à ce que les gens veulent faire croire, même à l'intérieur du pays. De vidéos ont circulé où chacun montrait. Non, il y a des confrères à l'intérieur du pays qui ont renseigné quand même. Il y a justement sur cette question, parce que avec les moyens de communication dont nous disposons aujourd'hui, beaucoup se posent la question, pourquoi est-ce qu'au niveau de la CENI, on n'a pas mis en place un moyen beaucoup plus efficace pour avoir les données aussi rapidement que possible. Surtout qu'on a interdit à la presse, c'est le code électoral qui le dit, que la seule autorité habilitée à donner les chiffres, les tendances, ce n'est ni la presse, ni les partis politiques, le corps des partis politiques, uniquement c'est la CENI. Sauf que, hier, la CENI n'a communiqué sur presque aucun chiffre. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, on voyait quand même le dépouillement, des photos qui circulent ici et là. Et ça fait réagir un confrère ce matin. Je voulais justement qu'on aborde la question là. C'est notre confrère doyen Guy Mario qui réagissait ce matin dans un groupe WhatsApp. Vous le savez, c'est dans Taxi. Il dit: le dernier scrutin présidentiel au Sénégal, le pays plus grand que le Togo, donc plus d'électeurs au Togo, et pratiquement tous sont allés voter. La veille, tout le matériel électoral était disponible dans les centres de vote avant midi, gardés par les forces républicaines qui, le jour du scrutin, à 7h, transmettent celui-ci au président des centres de vote contre des charges. Le lendemain, dimanche à 8h, ouverture des bureaux de vote. À 18h, fermeture des bureaux de vote et dépouillement. Puis, les résultats affichés sont au fur et à mesure annoncés sur les médias publics comme privés. 20h à 21h, tous les résultats sont disponibles à la Direction générale des élections dans les états-majors des partis politiques et candidats, voire les Sénégalais. Chez les Sénégalais. Alors, pourquoi toujours c'est difficile au Togo? J'arrête d'écouter, je ne conseille pas vous. Pourquoi c'est compliqué ici? Vous vous rappelez... On connaissait l'affaire de VSAT, tout le reste. J'en voulais en venir à VSAT, vous vous rappelez. C'est à la veille, en 2010 que ce VSAT est tombé en panne. On était obligé de faire l'import-export, prendre les délégués pour aller à l'intérieur du pays, pour les amener à la foire Togo 2000, pour proclamer les résultats. Vous vous rappelez de ça? Non, et puis, vous savez, il faudrait que... Sauf que 2010 à 2024, ça fait 14 ans. Oui. Et entre-temps, il y a eu l'avènement des réseaux sociaux. Oui. Ouais. Vous savez, il faudrait aujourd'hui que la presse, nous puissions nous battre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse vraiment se battre pour trouver un peu cette liberté. Parce que si les Sénégalais le font, les Togolais peuvent le faire. Ou bien? Oui. C'est les mêmes écoles que nous avons fréquenté, c'est les mêmes micros que nous utilisons. Je ne vois pas en quoi un Sénégalais peut faire et un Togolais ne peut pas faire. Donc c'est à nous de nous battre et prouver effectivement aux autorités que nous pouvons faire effectivement ce que les autres peuvent faire. Il ne faut pas qu'on nous prenne comme des immatures. Les journalistes togolais sont matures par rapport à certaines choses. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit,
la plupart des résultats circulent sur les réseaux sociaux. On a vu le dépouillement. Oui, des photos. Oui, des photos de certains. Puisqu'on a dit que le dépouillement était public. Oui, ils sont arrivés. Et puis, ils ont, avec normalement, l'appareil photo. Normalement, les PV doivent aussi être affichés. En principe, oui. C'est ce que dit le code électoral. Devant les bureaux. Mais ça n'a pas été fait. Devant les bureaux de vote. Par endroit. Donc, je crois qu'il faudrait aujourd'hui. Là où moi j'ai voté, j'ai pas vu. Et puis, l'autre aspect, Eric, le problème, c'est quoi? Quand le Togolais, ce que j'ai remarqué hier, après le vote, les gens sont partis. Ah oui, bien sûr, quand même. Le dépouillement, les gens ne sont pas dedans. Mais quand je vote à 7h10 comme Sylvestre. Oui, mais à 16h par exemple. Mais tu peux revenir à 16h pour suivre le. Les gars sont revenus en 2005. Après, ça s'est mal passé. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse. Non, 2005, c'est pas 2024. Hein. Les choses évoluent. Eric a parlé tout à l'heure de la technologie. Les gars sont allés sécuriser leur dépouillement, leur vote, mais après, ça s'est mal passé. Donc. Non, je crois qu'il faudrait que vraiment, au niveau de la presse togolaise, nous battions pour pouvoir effectivement proclamer les résultats, comme l'autre l'a dit. Mais au Sénégal, jusqu'à 18h, on savait qui a gagné. On savait. C'est-à-dire que les tendances, au niveau les tendances que les radios, la presse écrite, les télévisions donnaient, finalement, c'est ce qu'on a eu comme résultat final. Donc je crois qu'aujourd'hui, la responsabilité nous incombe, en tant que journaliste, de pouvoir nous battre avec notre ministre de la communication et la HAC, pour avoir également cette liberté, cette latitude également de pouvoir proclamer les résultats. Moi, j'étais surpris quand j'étais à l'intérieur. En tout temps, j'ai appris que l'AC a sorti également une note pour interdire l'accréditation des médias pour venir également étrangers pour la couverture médiatique. Donc, je crois que c'est des choses quand même qu'il faut expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je ne sais pas si c'est le confrère Thomas Dietrich qui a fait que finalement on a refusé à la presse étrangère, je ne sais pas. Je crois qu'il faudrait quand même ouvrir ces vannes. Apparemment, il a fait peur à beaucoup de gens. Le petit français. Mais bon, après son passage, il a fait. Et d'ailleurs, tout à l'heure, il a même posté une vidéo là sur une enquête qu'il a réalisée sur le Togo. La vidéo là a été mise en ligne il y a à peine 12 minutes, c'est ce qu'on me signale. Non. Oui. Il a les caméras. Vous savez, c'est vraiment compliqué. Je suivais ce matin correspondant de RFI. C'est le doyen Peter Dogbert qui faisait son reportage. Et j'attendais méticuleusement qu'il prononce ou bien qu'il me dise quelque chose sur la tendance ou bien de participation. Et puis bon, c'était coupé. C'est fini. Il y a que je n'ai rien entendu. Alors que généralement, dans la sous-région, après les élections, au moins à 6h30, vous avez au moins la tendance, vous avez au moins taux de participation. On n'a rien eu. Et nous sommes dans le flou comme ça jusqu'à. C'est pas ainsi, mais c'est pas actuellement. Nous sommes au studio. Ils ont déjà publié ou pas? Non, c'est publié, on le saura. On le saura. On a des canaux. Donc vous voyez que c'est. On a reculé un peu. Moi, je dis on a reculé un peu parce que si aujourd'hui nous avons la technologie avec nous, je pense que au moins hier, tel que c'était annoncé, moi jusqu'à minuit, on devait au moins avoir quelque chose. Ça n'a pas été fait. On croit de dire que. Et moi, cette CENI, j'ai eu de la peine, franchement, avec cette CENI, depuis le début, que ce soit au niveau de la communication. Vous savez, je ne sais pas combien de fois on a eu organisé une conférence de presse avec nous. Il y a eu des temps, même on a cherché même à chercher des informations, on ne l'a pas eu. Et la CENI même était vraiment désemparée. Parce que, d'ailleurs, tout ne revenait plus à elle. Parce que, des fois, la CENI programme. Le gouvernement, on revoit, on reprogramme, on revoit. Finalement, l'indépendance même de la CENI. Je n'ai pas dit ça. D'accord. Donc, je n'ai pas dit ça. Donc, arrivé à un certain moment, ça dit que ce travail en symbiose, je pense qu'à un certain moment, la CENI ne se retrouve même plus. Et moi, franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé hier pour que ce communiqué de tendance me passe. Moi, parce que c'est trop vite allé. Fallait même se taire là-dessus et soyons dans l'obscurité comme ça. Et si l'électricité arrive comme au niveau de la sécurité comme ça, là tu commences à lever, on sait qu'il y a la lumière, c'est-à-dire qu'on ne commet pas la tendance. On n'a pas besoin de. Parce que hier on était là jusqu'à 2h du matin, on a sacrifié nos sommeils. Oui, ils ont et il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous voyez que c'est. Pour nous les journalistes, je pense que ce n'est pas bien. Et je pense que la remarque du doyen Guy Mario est vraiment pertinente pour nous les médias.
Je parle des médias. Parce que moi, beaucoup de confrères... Parce qu'on nous empêche de donner des chiffres. Oui. Et ceux qui doivent nous donner nous aussi les chiffres, on ne peut pas. Parce que moi, toute la nuit. Dès qu'on veut moi du Mali, de la Côte d'Ivoire, partout pour avoir l'information, je leur ai dit, pour le moment, il y a coupure. Chez le docteur. Moi, j'ai dit que mon wifi ne marche pas. Donc après, je vais me débrouiller quand je vais aller au bureau. Croyant que jusqu'à au moins midi 30, au moins 14h, je peux avoir quand même les informations. Parce que ce n'est pas parce que chez eux, déjà à 4 heures dépouillement, je pense que vous avez déjà l'information. Donc, s'il vous plaît, je pense que... Il y a un confrère algérien qui m'a appelé tôt ce matin, qui voulait avoir une idée. Et je lui ai dit non, que bon, c'est pas encore sorti. Il a dit, bon, dis-moi, est-ce que tu es à Lomé? C'est-à-dire qu'il est surpris, quoi. Il dit, est-ce que tu es véritablement à Lomé où on a donné que tu l'as pas? Il a dit, non, c'est pas sorti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Au moins, normalement, une conférence de presse ce matin, pour qu'on puisse nous expliquer rapidement. Voilà, il y a eu quelques problèmes ici, mais bon. Non, le président de la CENI a dit, bon, il y a le confrère Togo Anvo qui l'a écrit, qui dit que si quelqu'un qui est celui qui donne la tendance aujourd'hui, si aujourd'hui quelqu'un donne une tendance, ça veut dire que la personne est charlatan. Oui, il y a le confrère Togo Anvo. Oui. Mais au même moment, c'est lui-même qui a sorti un communiqué hier pour dire qu'il va donner la tendance. Et là, c'était même les 4 médias sur lesquels on devait avoir. Comment se fait-il que s'il dit, il a sorti un communiqué le 29 et le lendemain, c'est jour du scrutin. Et quelques minutes après, lui-même il dit que si quelqu'un donne la tendance, il est charlatan. C'est vrai que peut-être qu'il s'est rendu compte que les réalités sur le terrain sont quand même différentes. Oui, on dit beaucoup de choses. Non, il parlait que son charlatan d'or. Oui, mais c'est-à-dire que nous sommes au 21e siècle, on est en 2024. Il y a quand même beaucoup de canaux par lesquels on peut avoir quand même les résultats instantanément. Mais à Dakar, comme on le dirait, à Dakar, à peine combien? 3 heures de temps, c'est pourquoi j'ai dit. Il faudrait... Bon, pour faire les totaux là, est-ce que c'est compliqué? C'est pas, non, vous savez, aujourd'hui, comme je l'ai dit, hier par exemple... On sait qu'à Souviépé, il y a, je dis des bêtises, 10 bureaux de vote. Mais bon, rapidement, c'est fait quoi? Et puis on calcule, on va un Meguira, on achète calculatrice et puis on fait les choses. Et WhatsApp, et puis on envoie. Moi, après, c'est que de temps. On a quand même... Aujourd'hui, avec WhatsApp, on peut même... On est à l'état... national. Aujourd'hui, on a cette chance d'avoir sur nos portables les calculatrices. On n'a pas besoin d'aller acheter encore une. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on puisse à un moment donné quand même évoluer et rester dans le temps. Parce que je serais à la place, par exemple, du président de la CENI, réveillé ce matin, je serais trop dérangé. Bon, est-ce qu'il a fermé les yeux? Non, mais le problème, c'est quoi, Eric? Vous ne pouvez pas dire à toute une nation que vous aurez des tendances ce lundi et qu'aujourd'hui à midi les Togolais n'ont pas la tendance et vous avez fait veiller les gens sur la chaîne nationale pour dire que vous allez donner les tendances. On ne l'a pas donné. La parole de l'autorité. Voilà, c'est ça, vous voyez. La parole de l'autorité. C'est ce qui fait souvent que lorsque par exemple après ils viennent parler, les gens disent non. Vous avez eu tout ce temps pour faire ce que vous voulez. Vous voyez, en fait, c'est ça le problème. Donc, il faut éviter souvent ce genre de choses. Quand vous êtes une autorité, vous donnez la parole, respectez la parole. Ça ne sert à rien de pouvoir encore... Vous voyez ce que les gens disent déjà sur les réseaux sociaux. Hier, quand il a dit ça, les gens étaient dubitatifs. Les gens disent, qu'ils ne croient pas à ce genre de choses. Est-ce que le ciel est bleu pour que lui il dise qu'il va donner les tendances avant. Mais finalement, ceux qui doutaient, ils ont raison. Non, il faut éviter à ce que ne prêtez jamais toujours le flanc à quelqu'un qui va tirer demain sur vous. Donc, si vous savez que vous n'êtes pas prêt, il ne faut pas le dire. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être prêt? Non, mais j'ai dit non, c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt. Parce qu'on ne peut pas être prêt. Parce que, en fait, nous, je parle en tant que journaliste, je ne parle pas des populations, je parle de nous les journalistes. Parce que beaucoup de nos confrères qui nous appellent, tu sais que tu ne peux pas imaginer que de 5 à 10 heures quelque chose avant que je ne vienne. Moi, j'ai coupé mon wifi pour dire que bon, ça ne passe pas. Quand vous m'appelez, il n'y a rien. Parce que moi, je suis fatigué aussi. Je suis fatigué, dis non Joseph, est-ce qu'on peut avoir la tendance, comment ça se passe, les élections, comment ça se passe. Vous croyez que, les responsables des partis politiques, car
FDR, ANC, UFC et UNIR, vous croyez qu'ils n'ont pas de tendance? Ils ont l'information. C'est ça qui est grave. On va passer un mois dessus, puis on passe à un suivi. Comment se fait que... Oui, mais parce qu'aujourd'hui, je crois savoir que approximativement, ils ont leur position. Puisque cette fois-ci... Comment se fait qu'au niveau de la CENI, on n'est pas... Non, parce que cette fois-ci, je pense que ça aussi, il faut féliciter aussi les partis politiques qui ont mobilisé au moins leurs délégués. Presque aujourd'hui, les gens créaient un groupe WhatsApp et des gens. Presque dans le groupe. On balançait tout dans ce groupe-là et on fait la compilation. Donc, les gens les informations. Maintenant, c'est là où je pense qu'il ne faut pas encore donner plus de raisons aux Togolais qui ne continuent pas à douter. Parce que, tel que ça se passe, si demain on dit, bon, toute participation, 50% ou bien 65%, c'est que les gens vont dire, je suis sûr que dans 6 ans, si on demande encore des gens, les gens n'iront même pas. Vous voyez déjà? Non. Parce qu'aujourd'hui, avec WhatsApp là, je pense qu'il y a une évolution de l'information tellement que ce qui s'est passé en 20 ans, les gens vont vous faire sortir ça. Ah oui, bien sûr. Vous voyez déjà. Donc, on a vu la VAR. Donc, faisons tout et tout. Moi, j'aurais même souhaité que la CENI ne publie pas, mais avec une publication qui a une conférence de presse. Qu'on regroupe les journalistes, qu'on leur explique pourquoi ça n'a pas marché. Ça a traîné, ça m'a arrivé ici, et voilà. Là, si les journalistes publient d'abord, je pense qu'il y a plus de confiance parce qu'il y a les gens plus de confiance aujourd'hui. Joseph, la conférence de presse même c'est trop. Un communiqué suffisait pour situer l'opinion nationale et internationale. Pour dire, bon écoutez, notre VSAT n'a pas fonctionné. Encore notre Wi-Fi n'a pas non, heureusement la CET non, la CET marche pour le moment. Non, ils peuvent avoir des problèmes. Des problèmes sur le réseau. Vous donnez des idées aux gens. Puisqu'ils doivent sortir un communiqué. Normalement, en tant que responsable, on doit sortir donc un autre communiqué pour dire hier. C'est vrai, nous avons dit qu'on va donner la tendance la nuit, mais du fait d'un certain nombre de choses, nous ne sommes pas à mesure de. Donc, veillez donc nous. Il n'y a pas de souci. Ou bien vous voulez que je peux écrire et envoyer ça à la CENI et comme ça il signe et puis. Non, là c'est des gens compétents là-bas qui commencent à. Nous avons des experts en communication, tout ça là-bas. Le problème, on a tous les moyens. Je me rappelle, c'était dans les années 85. Où un préfet devait venir voir le président ici à Lomé. Et il y a des mains à l'époque. Mais le préfet a eu vent de ce qu'il attendait à Lomé. Vous savez ce qu'il a dit finalement? Non. Il dit non, qu'il s'excuse parce qu'il y a une souris qui est rentrée dans le moteur, a mangé un câble là. Le véhicule n'arrive pas à démarrer. Donc il ne pourra pas venir. Et dans le temps, c'est un télégramme qu'il a envoyé. Mais ça l'a quand même... Bon. Mais il savait ce qu'il attendait, mais finalement, il a trouvé un astuce qui finalement l'a couvert. Ouais, à un moment donné, c'est pas bon de mentir, mais essayer de redonner la confiance au peuple par rapport aux responsables, aux dirigeants que vous êtes. Là, il peut sortir un communiqué. Alors, il y a beaucoup de réactions, que les auditeurs m'en excusent parce que là, je n'ai pas pu lire beaucoup de réactions ce matin. On verra. On va donner la parole à ceux qui sont au téléphone pour le direct maintenant. Le 92 60 81 81, c'est le seul numéro là que vous allez composer pour entrer en ligne et vous prononcer sur les deux sujets là qu'on a pu clairement aborder. J'avais voulu quand même, je pensais qu'on pourrait aborder la question de la Constitution, parce que éclipsé un petit peu par les élections, comment? Oui, mardi prochain, d'ici là, on va en parler avec d'autres confrères. On va prendre le premier auditeur qui est au téléphone avec nous. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, comment allez-vous, cher ami? Ça va bien, c'est monsieur Etienne, le conducteur professionnel. Monsieur? Allô? Allô? Allô, c'est monsieur Etienne, le conducteur professionnel. Ah d'accord, monsieur Etienne. Merci de prendre place à bord de notre super taxi. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, c'est pour parler par rapport aux élections d'hier. Allez-y. Moi, j'étais sorti pour voter à Sobosito. Ah, super. Vraiment, il n'y avait pas l'ambiance. Il n'y avait pas du tout d'ambiance. Je pense que le Togolais est découragé. Bon, moi-même, j'ai fait l'enquête, j'ai posé la question à beaucoup de gens. Moi, je suis un conducteur. On croise beaucoup de Togolais. On est dans tous les coins. C'est que les gens sont découragés. Ils disent simplement que c'est la même chose. On a fait, on est fatigué. Maintenant, par rapport aux fonctionnaires,
Les fonctionnaires disent, les politiciens n'ont pas d'argument. Le gouvernement a augmenté le péage. On a fait abus. C'est un braquage. Les politiciens ne parlent pas. Il y a beaucoup de choses contre la population. Ils ne parlent pas, ils ne font que dire. Ils n'ont qu'à dégager. Ils n'ont pas d'argument. Et ils ne veulent même pas aller voter pour personne. Maintenant, par rapport à l'immigration, moi, je suis un produit frais d'immigration. J'ai fait beaucoup de pays. Il y a beaucoup d'argent qui quittent l'étranger pour venir nourrir les Togolais. Oui, bien sûr. Au Togo, si tu as une personne à l'étranger, c'est toute la famille qui est sauvée. Donc, le gouvernement doit faire de telle en sorte que nous puissions avoir les visas facilement. Le Brésil dont vous parlez, moi-même, j'étais au Brésil. Et il y a des femmes togolaises qui sont mortes en route avec des grossesses. Wow. Des femmes togolaises sont mortes en route avec des grossesses, voulant aller à Colombie. Plus de 11 Togolais, il y a eu fusillade. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par la voie là. Bon, heureusement, il y a 2 amis qui sont actuellement aux États-Unis par rapport à ce biais. Mais moi, je ne peux pas prendre le risque là. Que le gouvernement ait une diplomatie très forte pour pouvoir aider les Togolais parce que la diaspora contribue beaucoup à l'économie du pays. D'accord. Merci, bon travail à vous. Merci beaucoup, monsieur Tché. Merci de nous avoir rejoints. Prochainement, on va vous céder notre volant pour conduire notre super taxi et on verra ce que ça va donner. Il y a un autre auditeur qui nous dit ce peuple est désabusé par les multiples braquages électoraux et les gens se disent qu'ils votent ou pas, ce seront donc les mêmes résultats. C'est un message fort dans un pays où les gens ne voient plus les élections comme un moyen de prise de pouvoir. C'est qu'il y a danger. Les Togolais pensent à beaucoup de choses qu'ils ne disent pas, dit donc cet auditeur. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Oui, bonjour, monsieur Eric. Oui, bonjour. Comment allez-vous, cher ami? Allô? Oui, comment allez-vous, cher ami? Oui, c'est Grégoire. Grégoire, vous allez bien? Oui, la Togolaise. D'accord, très bien. Je salue vos collègues de l'autre côté. Merci beaucoup. Allez-y, nous vous écoutons, M. Grégoire. Et M. Eric. Oui. Et moi que vous écoutez ce matin, je suis un correspondant de la radio locale à Lomé ici. La radio se situe dans le Bas-Mono, vous le savez bien, c'est la radio Mokoko. Exactement. Hier, moi-même, j'ai fait le sondage. Puisque je suis la deuxième personne à voter hier à l'exception de centrale ici d'Agoué. J'ai fait le sondage avec les confrères de la TV2. C'était de la catastrophe, monsieur Eric. C'était pas du tout ce que l'on attendait. Monsieur Eric, votre confrère dit quelque chose tout à l'heure, que quelqu'un lui a demandé s'il pouvait lui remettre les 1000 francs pour qu'il fasse les allers-retours. Oui. C'est la même chose que quelqu'un m'a demandé hier. Qu'est-ce que je peux lui donner un 500 et puis lui va faire l'aller-retour pour aller voter et revenir. Vous pouvez croire à ça? Ça veut dire que les Togolais sont découragés. J'ai interviewé quelqu'un hier. Vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Lui m'a dit, il a pris, il a mis la main dans l'encre, il a mis partout, et puis il a pris, il a mis dans la scène. Non. ça m'avait beaucoup choqué. Je lui dis, pourquoi tu lui as fait avec ça comme ça? Il dit non. Si lui ne sait même pas qu'il faut voter, donc il va falloir faire ça pour constater que lui aussi l'a voté, c'est tout. Sans blague. C'est pas du tout normal. Donc, bon, par rapport à l'immigration, vous savez, la condition togolaise de la population est toujours méconnue par nos dirigeants. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas en considération ce que nous faisons. Et puis, ils nous envoient aller faire de l'entrepreneuriat. On va entreprendre comment? Vous savez, j'ai eu le temps à mettre pied là-dedans, mais ça n'a pas donné ce que je cherchais. Et puis, je me suis fait un recul, Merci beaucoup, cher confrère Grégoire. Merci de nous avoir appelés. Nous saluons tous nos amis de la radio Mokpokpo dans le Bas-Mono. Il y a un autre auditeur qui nous dit comme le régime en place ne gagne pas les élections, le régime et ses pantins ne veulent jamais offrir ce cadeau aux journalistes de donner la tendance. C'est ce que lui pense. Un autre qui nous dit les Togolais veulent superviser à travers l'Église leurs propres élections. On refuse parce qu'ils n'ont pas prouvé leur source de financement. Moi, je ne perdrai plus mon temps. Vous voyez, il n'est pas allé voter lui, visiblement. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Jerry, comment allez-vous? Gérard Sélassié. Ah, Gérard Sélassié, excusez-moi. Vous avez voté hier au moins, vous? Je garde ça pour moi. Comment? Je le garde. Ah, ok. Bon, vous n'avez pas voté, voilà. Allez-y, Gérard Sélassié. Côté qu'on ne doit pas aussi négliger, c'est qu'il y a des gens aussi qui ne se sont pas fait enrôler
Et puis, la CENI a fait l'effort de multiplier les bureaux de vote. Ça aussi doit faire qu'on ne doit pas avoir de l'affluence. Et puis, le découragement, c'est comme si on crie, on a faim, et on nous dit d'aller nous laver d'abord avant de manger. Donc, on ne veut pas se laver, mais on veut manger. Parce que les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Quand vous écoutez parler les gens, vraiment, c'est pas une histoire de vote. Les gens veulent manger. Et puis, donner 1 minute à Joseph pour parler de l'agriculture tous les jours. Là, on va lui proposer une chronique alors dans Taxi Media Show le matin. Merci beaucoup à Gérard Sénassier. Merci de nous avoir appelé. Il est 12h30. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, c'est 1er mai. C'est pas sûr que nous soit à l'antenne puisqu'il n'y aura pas de journal et kiosque. Mais on reviendra vendredi pour pouvoir offrir beaucoup d'autres choses. Oui, vous ne savez pas que c'est 1er mai demain. Vous devez regrouper vos employés quand même. Merci beaucoup Jacques Dagouti. Merci Joseph Gada. Merci Eric. Je pense que prochainement on va parler des accidents de Sotral. Et des infrastructures routières, parce que c'est très important. C'est important. Bon, que nos amis de Sotral se préparent. Mardi prochain, on parlera de vous. Et surtout, ne m'appelez pas. Merci beaucoup, Sylvestre. Non, c'est à vous. C'est à moi. Merci à vous. Et un auditeur qui nous dit les gens se sont inscrits pour avoir une carte équivalente à la carte nationale d'identité et bénéficier d'une éventuelle novicie. Bon. Merci beaucoup, oui, bien sûr. Merci beaucoup à Francis Daé qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Irrigator. Tout à l'heure, à 12h45, le journal parlait avec, je crois, Nicole Atta. Et bon, si je me trompe, c'est pas grave. Et puis à 13h, avec Maître Florent Avocat, on parlera de la spiritualité. À très vite sur la radio. Au revoir.